En Abbey Berry, lors de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tiné. Samer Choukri achève ce mercredi sa visite officielle à Beyrouth. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a rencontré ce midi le chef des FL, Samir Jarjar. Au menu, la crise présidentielle et la lutte antiterroriste. 82 000 personnes ont été évacuées en Californie devant l'avancée du Blue Coat. Le gigantesque incendie à l'est de Los Angeles se propage très rapidement. 7 200 hectares sont déjà partis en fumée. Les élections législatives auront lieu à la date prévue et il n'y aura pas de nouvelle prorogation du mandat des députés. Ce sont les mots du chef du Parlement en Abbey Berry lors de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tiné. Le président de la Chambre a appelé toutes les parties à davantage d'efforts afin de voter une nouvelle loi électorale. Pour l'heure, les députés n'arrivent toujours pas à s'accorder sur un mode de scrutin. Certains appellent à un scrutin proportionnel, d'autres à un scrutin alliant proportionnel et majoritaire. La loi actuelle de 2008 prévoit un scrutin majoritaire. Les dernières législatives ont eu lieu, je vous le rappelle, c'était en juin 2009. Toujours à Ain Tiné, cet entretien entre le ministre de la Défense Amir Mokbel et le président du Parlement en Abbey Berry. Au menu de la rencontre, la succession du chef de l'armée, le général Jean Karouaji, dont le mandat expire le 30 septembre prochain. Une échéance déjà repoussée une première fois il y a un an. Lors d'un point de presse, le ministre de la Défense a annoncé avoir proposé 3 noms de candidats potentiels pour succéder au général Karouaji. Samir Mokbel est catégorique, il n'acceptera pas que le poste reste vacant en l'absence d'accord sur l'un des candidats à la tête de l'armée. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, achève ce mercredi sa visite officielle à Beyrouth. Il a rencontré ce midi le chef des forces libanaises, Samir Jarjar. Au menu, la crise présidentielle et la lutte antiterroriste, ainsi que les relations bilatérales entre le Caire et Beyrouth et les moyens de les consolider. L'Égypte va déployer tous ses efforts afin de rapprocher les points de vue et mettre un terme à la crise présidentielle, a déclaré le chef de la diplomatie. Jarjar a pour sa part salué le soutien historique de l'Égypte au Liban, insistant notamment sur l'importance du rôle du Caire dans la région dans les circonstances actuelles. Et justement, les combats se poursuivent en Syrie, en particulier dans la ville d'Alep, dans le nord du pays. Alep, devenu selon le Comité international de la Croix-Rouge, l'un des conflits urbains les plus dévastateurs de notre époque. Il est donc urgent qu'une trêve humanitaire soit respectée afin que la population prise au piège dans la ville puisse obtenir l'aide dont elle a cruellement besoin. Human Rights Watch dénonce également les raids haineux contre les civils dans le nord. Le récit de Florence Gaillard. Des enfants qui guettent le prochain baril d'explosifs, la prochaine bombe. Depuis plusieurs semaines, Alep est pilonnée par les forces de Damas et ses alliés russes. La menace est permanente et la population résignée. Les enfants, les adultes, tout le monde est devenu insensible. On ne ressent plus rien maintenant. J'ai vu de mes yeux, à Alep, il y avait une bombe baril, une énorme explosion. Et un enfant, en entendant ça, a commencé à claquer des doigts. Comme si c'était devenu une musique pour lui. Le fracas des bombes accompagne désormais tous les jeux d'enfants. Près de 2 millions de civils sont pris au piège dans Alep et survivent dans des conditions précaires. Parmi eux, des familles éclatées et beaucoup d'orphelins. Nous savons qu'il y a 100 000 enfants qui sont en grand danger à Alep. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, pas de nourriture. Il est devenu difficile de se mettre à l'abri et les hôpitaux sont bombardés. D'après l'ONG, un tiers des blessures concernent des enfants, puisque les raids sont menés sur des zones résidentielles, sans faire de distinction entre les civils et les combattants. Les familles sont souvent obligées de trouver refuge dans des mosquées, des écoles ou des hôpitaux. Mais là non plus, elles ne sont pas épargnées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte qu'une vingtaine de civils, dont 3 enfants, ont été tués mardi dans des frappes intenses sur 2 quartiers d'Alep. En Turquie, la saison des purges se poursuit. Des entreprises qui ont été visées par les forces de l'ordre à Istanbul, un secteur qui avait été jusqu'ici relativement épargné. Plus de 35 000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le putsch raté du 15 juillet. Certains ont déjà été libérés, mais la traque des sympathisants de l'imam Fethullah Gülen se poursuit sans relâche.
Et c'est dans ce contexte qu'un tribunal d'Istanbul a décidé d'interdire de manière provisoire la parution du journal Procure de Özgür Gündem pour propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan. La police a investi le siège du journal, procédant à plusieurs interpellations parmi ces journalistes. Et Tanadji nous en dit plus. Après leur interpellation, les journalistes sont de retour à la rédaction. La parution du journal Procure est temporairement interdite sur décision du tribunal d'Istanbul. Pour le rédacteur en chef d'Özgür Gündem, c'est une décision purement politique. Nous nous inquiétions de possibles actions arbitraires du gouvernement après la tentative de coup d'État. Donc ce n'est pas vraiment une surprise qu'il décide d'interdire notre journal. Cette décision d'interdire notre journal est une attaque contre toute la presse d'opposition, contre la démocratie, contre le droit à l'information de la société. Özgür Gündem a été lancé en 1992 et a multiplié depuis les démêlés avec la justice. En mars dernier, les cartes de presse des journalistes avaient été confisquées sur décision des services du Premier ministre. Aujourd'hui, la publication est accusée de faire la propagande du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qualifié d'organisation terroriste par Recep Tayyip Erdogan. L'état d'urgence est un prétexte. Il l'utilise pour museler la presse d'opposition. Nous faisons face à un gouvernement qui n'accepte pas la vérité. Depuis le putsch raté du 15 juillet dernier, les autorités turques mènent une véritable purge dans les médias. Au total, 70 journalistes ont été placés en détention. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, François Hollande se rend au Vatican ce mercredi, une visite privée qui fait suite à l'assassinat du père Hamel le 26 juillet dernier dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray en Normandie. L'attentat avait été revendiqué par l'organisation État islamique. Cette visite viendra aussi sceller la réconciliation entre la France et le Vatican. François Hollande et le pape se retrouvent sur certains sujets comme l'environnement et la lutte contre le terrorisme. La première et dernière visite du président français au Vatican remonte il y a plus de 2 ans et demi. Les relations avec le Saint-Siège n'étaient pas au beau fixe, refroidies notamment par la polémique autour du mariage pour tous en 2013. Et toujours en France, maintenant, la polémique sur le burkini ne faiblit pas alors qu'une poignée de communes a décidé d'interdire cette tenue de plage. Manuel Valls a dit comprendre et soutenir les maires, mais refuse pour l'instant de légiférer. En Corse, une dispute en partie provoquée par ce vêtement inhabituel dans la région a dégénéré ce week-end en violence. Reportage. Manuel Valls a tranché. Dans une interview à la Provence, le Premier ministre estime que le port du burkini n'est pas compatible avec les valeurs de la République. C'est la traduction d'un projet politique de contre-société fondé notamment sur l'asservissement de la femme. Après Cannes, Villeneuve-Loubet puis Cisco, 2 nouvelles municipalités ont annoncé l'interdiction du burkini sur leurs plages, le Cat et le Touquet. Aujourd'hui, Manuel Valls refuse de légiférer, mais il soutient les élus concernés. Je comprends les maires qui, dans ce moment de tension, ont le réflexe de chercher des solutions, d'éviter des troubles à l'ordre public. Pour le maire de Leucate, la sécurité doit être la première préoccupation d'un élu. Les personnes qui se baignent en burkini immanquablement attirent les regards. Ces regards peuvent être, à juste titre, et je le comprends, parfois mal perçus. Je considère qu'on vit un climat particulier actuellement en France et que tout le monde doit faire des efforts pour protéger le vivre ensemble. Ce matin, le porte-parole du Parti communiste ne mâche pas ses mots. Manuel Valls, dit-il, joue un jeu très dangereux. D'une certaine manière, il fait le jeu des terroristes, puisque c'est très précisément ce que veulent au final les terroristes. La guerre de religion, les tensions permanentes et le basculement vers des ferments de guerre civile. On ne veut pas. Et le Premier ministre devrait plutôt parler de laïcité et plutôt parler de la société française et la manière de la réparer. Pour protester contre ces interdictions répétées, le Conseil contre l'islamophobie en France a déposé un recours auprès du Conseil d'État. Il dénonce la stigmatisation des musulmans autour d'une pratique minoritaire. 82 000 personnes ont été évacuées en Californie devant l'avancée du Blue Coat. Le gigantesque incendie s'est déclaré mardi matin à l'est de Los Angeles et se propage très rapidement. En l'espace de 24 heures, 7200 hectares sont déjà partis en fumée. L'état d'urgence a été déclaré. 35 000 maisons sont menacées par le feu. Cécile Adobati.
Des milliers d'hectares en proie aux flammes. L'incendie se propage rapidement dans toutes les directions à l'est de Los Angeles. Il a provoqué des évacuations massives dans cette zone. La principale autoroute entre le sud de la Californie et Las Vegas a dû être fermée. 700 pompiers sont mobilisés. L'état d'urgence a été déclaré pour le comté de San Bernardino. La Californie fait face à plusieurs autres brasiers depuis samedi. Certains sont partiellement maîtrisés, d'autres menacent encore. Les incendies dévastateurs se sont multipliés ces dernières semaines, en raison notamment de la sécheresse qui touche la région pour la 5e année consécutive. Les autorités redoutent que la situation ne s'aggrave encore dans les prochains jours. La saison des incendies commence habituellement en automne. La Tunisie fête l'escrimeuse Inès Boubakri. Après sa médaille historique, elle est pour l'heure la seule médaille de bronze de la Tunisie au JO de Rio. La jeune femme de 27 ans avait donné rendez-vous à ses proches et à ses fans à l'aéroport de Tunis-Carthage via les réseaux sociaux. Le récit de Mounia Kassem. Drapeau tunisien à la main, à l'aéroport de Tunis, le comité d'accueil d'Inès Boubakri attend sa championne avec impatience. De retour de Rio, l'escrimeuse ramène dans son pays la médaille de bronze en fleuret individuel, la seule et unique médaille remportée jusqu'ici par la Tunisie aux Jeux Olympiques. La concurrence était rude, il y avait des Italiennes, des Russes. J'ai imposé mon jeu et j'ai voulu exister en tant que Tunisienne et ce n'était pas facile. Je n'ai pas baissé les bras et j'ai pu gagner la médaille de bronze. Chez les Boubakri, l'escrime est une affaire de famille. La championne est mariée au fleurettiste français Erwan Lepéchou, également médaillé au JO. Une passion pour l'épée qui lui a été transmise par sa mère, Enda Zawaouli, qui avait elle aussi représenté la Tunisie aux Jeux d'Atlanta en 1996. Nous n'allons pas nous arrêter là. Toute la famille est derrière elle. Et dans 4 ans, on se souviendra d'Inès lorsqu'elle décrochera la médaille d'or. En attendant les prochains JO en 2020 à Tokyo, la performance d'Inès Boubakri a été saluée par le ministre tunisien des Sports, mais aussi par tout son pays. On va parler maintenant de ces Nord-Coréens qui ont réussi à s'enfuir en Corée du Sud. Beaucoup éprouvent le besoin de raconter leur histoire chargée de souffrance. L'un d'entre eux a choisi de le faire de façon beaucoup plus originale, mais surtout de façon plus légère, grâce à des bandes dessinées qu'il publie sur Internet. Le récit de Johanna Citruc. Sur sa tablette, cet illustrateur travaille sur le dernier épisode de sa bande dessinée. Pas de récit déchirant. Ce transfuge nord-coréen installé à Séoul a choisi de raconter son aventure de façon amusante. Je me penche sur les difficultés qu'on doit surmonter en arrivant dans un pays démocratique libéral, mais aussi sur la façon dont on avance, et puis sur ce qu'on devient. Selon moi, il n'y a aucun risque que je manque d'idées pour ces bandes dessinées. Car depuis son arrivée en Corée du Sud en 2010, il en a affronté des difficultés. Mais quelles que soient les histoires qu'il raconte, Choi Sung-guk a 2 mots d'ordre, dérision et légèreté, notamment lorsqu'il s'agit de parler d'intégration. C'est un sujet sensible parce que si on le prend mal, ça peut devenir très politique. Ou on pourrait croire que j'essaie de forcer une certaine opinion. Alors mon approche est culturelle, avec une attitude très décontractée, pour montrer les choses comme elles sont. C'est marrant et j'espère que les gens peuvent s'amuser en le lisant. Petite particularité, il publie ses bandes dessinées sur Internet. C'est ce qu'on appelle un webtoon, contraction de 2 termes, web et cartoon. Et la recette semble fonctionner. Aujourd'hui, elles attirent quelques 20 000 lecteurs chaque semaine. C'est un petit joyau au sud de Naples, Acciaroli, un village de pêcheurs coincé entre la mer et la montagne. Ici, un tiers de la population a plus de 90 ans. Des anciens dans une forme éblouissante. Âgés mais surtout en très bonne santé, les habitants d'Acciaroli semblent bien mieux vieillir qu'ailleurs. Le reportage sur place de Natalia Mendoza. C'est un bout de paradis, coincé entre la mer et la montagne. Acciaroli, ce village de pêcheurs au sud de Naples. Parmi ses habitants, une présence ne passe pas inaperçue, celle des anciens. Un tiers de la population de cette commune a plus de 90 ans, un record. Des anciens, âgés, mais surtout en bonne santé. Bonjour, comment ça va? Je viens vous contrôler la pression.
Antonio a fêté ses 100 ans en février dernier. Ancien pêcheur, il a passé plus de 50 ans sur sa barque. Une dure vie de travail. Et pourtant aujourd'hui, j'ai une bonne santé. Je mange bien, je me sens bien, je dors bien, j'ai une vie tout à fait normale. Il a passé toute sa vie de pêcheur dehors, à l'extérieur. Il a toujours respiré de l'air pur, un air salubre. L'air, mais aussi l'alimentation. Comme Giuseppe, 94 ans, beaucoup ici mangent souvent leur propre production du jardin. Je m'amuse dans mon potager. Mes tomates, on peut les manger comme ça. Il suffit juste de les nettoyer un peu. Tout est naturel. Pas de signe d'Alzheimer ni de maladie cardiaque. La longévité des anciens ici intrigue les scientifiques. Pour essayer de percer leur secret, le professeur Salvatore Di Somma coordonne une étude médicale italo-américaine. Les plantes qui poussent dans ces terres ont des substances qui protègent l'organisme de ces personnes. Et cela explique leur longévité et leur bien-être. Mais est-ce que c'est l'huile d'olive ou le romarin par exemple? On ne le sait pas encore. C'est la question que l'on se pose. En attendant qu'il trouve la réponse, Maria, 90 ans, prépare son déjeuner. Des pâtes fraîches, comme chaque jour, avant de s'attaquer au nettoyage de sa maison. Et voilà, c'est sur ces très belles images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les élections législatives auront lieu à la date prévue. Ce sont les mots du chef du Parlement, Nabi Berri, lors de la réunion hebdomadaire des députés à Ain Etine. Samer Choukri achève ce mercredi sa visite officielle à Beyrouth. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a rencontré ce midi le chef des FL, Samir Jarjar. Au menu, la crise présidentielle et la lutte antiterroriste. 82 000 personnes ont été évacuées en Californie devant l'avancée du Blue Coat. Le gigantesque incendie à l'est de Los Angeles se propage très rapidement. 7200 hectares sont déjà partis en fumée. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt.